Si la personne que je reçois aujourd'hui vous appelle, il y a de fortes chances qu'il vous annonce que vous avez gagné beaucoup, voire énormément d'argent. Au final, il y avait 80 lingots d'or. C'est un enfant de la DAS qui est devenu millionnaire. Mon invité arpente les cimetières, fouille des archives, fait des recherches sur des personnes disparues. C'est un petit peu comme une enquête policière. On a un mort. Et après, on a des indices. Après cette chasse au trésor, on a découvert 5 coffres. C'est un détective capable de voyager dans le temps et surtout dans les histoires de famille les plus dingues. Et j'apprends qu'il a tué sa copine. Quand vous allez annoncer à quelqu'un qu'il a des demi-frères et sœurs qu'il ne connaît pas. Il cherche des liens familiaux entre des défunts et des personnes encore vivantes. Et très souvent, c'est des secrets de famille qu'il révèle. Ce soir, je dîne avec Damien Gérard, chasseur d'héritiers. Il va nous raconter ses enquêtes les plus incroyables. Et puis j'ai changé de femme, elle était plus de mon statut social. J'ai dû organiser la vente. C'était un hôtel de base. Nuggets. Damien, je suis ravi de te recevoir. Bah également. On est ravi de te recevoir sur Nuggets. Du coup, tu as un métier très original. Un métier insolite. Tu es ce qu'on appelle chasseur d'héritiers, pour faire un peu... Voilà, ça c'est la terminologie qui est retenue souvent par les journalistes. Le vrai terme, c'est généalogiste successoral. On va t'amener de quoi boire et de quoi manger, parce qu'aujourd'hui, on dîne ensemble. Nuggets. Avant de te servir de l'eau, je t'invite à regarder dans le fond de ton verre, parce que comme à la cantine, on a mis un petit chiffre. Alors j'ai le chiffre 10. 10 000. Non, 10 000, 10K. ouais, c'est ça, 10K. Tu sais ce que c'est, 10K? J'en ai aucune idée. Alors, 10 000, on a vu qu'en France, en fait, il y a 600 000 décès annuels, et que sur ces 600 000, il y en a 10 000 qui ont besoin de vos services. Alors c'est ça. Alors c'est un petit peu évolué. Il y a une augmentation du nombre de décès. On va arriver à 740 000 décès. Parce que le pays vieillit, c'est ça? Le pays vieillit, Ok. c'est le baby-boom qui commence à décéder. Sur ces 600 000 ou un peu plus de décès, on a à peu près aujourd'hui peut-être 15 000 dossiers de succession en déshérence. C'est-à-dire c'est des gens qui décèdent et qui ne laissent aucun héritier connu. On ne sait pas qui va revenir ce patrimoine qui appartenait aux défunts. Et du coup, vous, c'est quoi votre rôle sur ces cas de déshérence en tant que généalogie successorale? Alors, un généalogie successorale, c'est ce professionnel qui va aller rechercher les héritiers d'un parent qui est décédé sans testament et qui ne laisse pas de famille connue. Et notre rôle, ça va être d'aller chercher les gens qui vont recevoir ce patrimoine. On va permettre la transmission d'une maison, de comptes bancaires, au profit de gens qui ne soupçonnent pas qu'ils vont être héritiers. Et comment ça se passe concrètement une enquête? Enfin, la personne meurt, on se rend compte qu'il y a un héritage. Le dossier classique, c'est Raymond qui est à la maison de retraite depuis quelques années. Plus personne ne vient le voir. Il est un peu tout seul. Et puis un jour, on rentre dans sa chambre et malheureusement, Raymond est décédé. Donc il y a quelqu'un qui gérait son patrimoine. Il sait qu'il y a des comptes bancaires. Il y a cette petite maison dont il est parti qui est restée vide. Et on ne sait pas à qui va revenir ce patrimoine. Donc il adresse dans un premier temps le dossier au notaire, à côté de la maison de retraite. Et un notaire, pour régler la succession, le prérequis, c'est de connaître ses héritiers. Là, le notaire ne sait pas qui va recevoir ce patrimoine. Donc le notaire, dans ce cas-là, fait appel à un professionnel, qui est le généalogiste successoral, pour retrouver les héritiers de Raymond. Et c'est une fois qu'on aura déposé le tableau généalogique, retrouver les héritiers, que l'on pourra régler la succession. On peut imaginer que Raymond aimait beaucoup les animaux, et il décide de tout léguer à la SPA. Il se souvient de son chien avec qui il a passé beaucoup de temps. Son chien est décédé malheureusement, mais en souvenir de son chien, de Kiki, il va tout léguer aux animaux. Ça arrive souvent? Ça arrive souvent. Il y a des œuvres caritatives, il y a aussi des amis. On peut être sensible à sa voisine qui venait tous les jours vous apporter un repas ou s'occuper de vous, venir parler avec vous. Donc il y a des testaments quand même. Et la personne qui a accès à la connaissance du testament, de façon privilégiée, c'est le notaire. Parce que les notaires sont très bien organisés, ils ont un fichier central où tous les testaments sont connus. C'est-à-dire qu'un notaire qui va ouvrir une succession, la première chose qu'il fait, il interroge le fichier central de disposition des dernières volontés, donc ce fichier qui est organisé par les notaires, il constate s'il y a eu ou pas un testament chez lui, mais ça il le saura, mais chez un de ses confrères. Donc tous les notaires auront connaissance d'un testament qui a été ou pas fait par le défunt. Ça peut nous arriver de temps en temps d'avoir une recherche à faire lorsqu'un testament a été mal rédigé. Alors je pense à un dossier tout de suite. Ouais, dites-moi. Une fois j'ai une succession, le notaire m'appelle parce qu'il avait un testament qui était libellé de la façon suivante. Je lègue tout à Poupette, le seul et unique amour de ma vie. Vous allez à l'état civil, il n'y a pas de Poupette, ça n'existe pas. Et le notaire qui ne connaissait pas le défunt, était bien embêté pour savoir qui était cette Poupette. Donc, on nous a demandé de faire une enquête. Et l'histoire, elle est belle parce que Poupette, on a vite retrouvé qui c'était la tenancière du bistrot, enfin la femme du bistrotier, où notre défunt allait tous les après-midi boire son ballon de rouge, et secrètement, il regardait cette femme dont il était amoureux sans lui avouer, et il lui a déclaré sa femme finalement dans son dernier acte, qui était son testament. Ah, c'est incroyable. Ouais. C'est une belle histoire. Et du coup, quels sont les éléments que vous utilisez? Parce que si quelqu'un
décède et qu'on n'a pas connaissance des héritiers, à quoi est-ce que vous avez accès comme information? Une enquête de généalogie, c'est un petit peu comme une enquête policière. Bon, ça commence de la même façon, on a un mort. Et après, on a des indices. L'élément déterminant pour nous, c'est l'état civil du défunt. On a un état civil en France qui s'organise autour de 3 types d'actes. Des actes de naissance, de mariage et de décès. Donc, à l'occasion d'une succession, le notaire a toujours l'acte de décès qui va nous permettre de récupérer l'acte de naissance. Et là, sur l'acte de naissance, on a notamment l'état civil des parents. Et après, on va tirer sur le fil et on va construire petit à petit le tableau généalogique. Et à la fin de notre travail, on aura les héritiers qui sont les fruits de l'arbre, héritiers qui vont recevoir la succession. Parce que quand je t'avais eu au téléphone, du coup, tu m'as dit que la mission, c'est avant tout de transmettre un patrimoine et que pour ça, il y a un peu deux métiers. Il y a identifier et localiser. Exactement. Il faut identifier les héritiers, ce qui est vraiment de la généalogie. On a un nom, un prénom, une date de naissance. Mais c'est pas parce qu'on sait qui va hériter que l'on sait où ils sont. Et ça t'est déjà arrivé, quelqu'un qui s'était enfui, de devoir les localiser? Alors ça, c'est quelque chose qui est assez amusant dans nos métiers, c'est qu'il y a des personnes qui ont pris la poudre d'escampette pour plusieurs raisons. Récemment, j'ai eu un dossier, une personne que j'avais retrouvée dans un premier temps dans une succession, et au moment où je dois compléter mon dossier, c'est-à-dire prendre sa procuration pour pouvoir régler le dossier, elle disparaît. Et j'apprends qu'il a tué sa copine, qu'il est recherché par la gendarmerie. Et là où, alors c'est pas amusant, c'est plutôt tragique, c'est que cette personne, finalement, elle a été retrouvée 2 ans après, elle a été assassinée. Il faut que je retrouve ses propres héritiers. Donc c'est une histoire qui est quand même un peu sordide. Voilà. S'enfuit parce qu'il a tué quelqu'un et qui après se fait tuer à son tour. Voilà. C'est vrai qu'on a des techniques de recherche dans ce cas-là qui sont assez intéressantes, parce que c'est vrai que la gendarmerie, on peut se dire, si elle ne l'a pas retrouvé, ou enfin, la police, on a peu de chances de retrouver. Alors nous, on va par exemple faire des alliances. Imaginez qu'on recherche une personne qui est mariée ou qui a été mariée. On a des témoins quand on se marie. Donc on va regarder qui est le témoin et puis on peut se dire ami d'un jour, ami toujours. Donc c'est pas parce que les policiers ou les gendarmes ne savent pas où est la personne que le meilleur ami ne saura pas. Donc comme nous c'est pour une bonne cause, c'est pour aller toucher de l'argent, parfois il y a des gens qui vont sortir de la forêt pour aller hériter. Ah oui, ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, ça m'est notamment arrivé. Ça m'est arrivé une fois en Corse, une personne qui avait pris le maquis parce qu'il avait fait des bêtises. On a quand même réussi à le faire hériter. Et une partie du coup de votre métier, c'est aussi parfois de devoir révéler des secrets de famille, des histoires. C'est une des facettes qui fait que je trouve que j'ai un beau métier. Parce que parfois, on va arriver dans une famille pour révéler une histoire familiale. Vous avez un exemple comme ça là en tête de cas Un jour, il y a un notaire qui m'appelle en me disant « Est-ce que j'ai une personne qui vient de décéder, elle a eu 2 enfants de son second mariage, mais je vois qu'il y a un divorce et je ne sais pas s'il y a eu des enfants de la première union. » Je fais des recherches et très vite, j'identifie 2 enfants du premier mariage. J'appelle l'un des enfants que j'ai identifié et ce monsieur me dit que son papa est décédé il y a 25 ans. Donc, je me dis que c'est un homonyme. Et puis en faisant des recherches complémentaires, je me rends compte que cette personne que j'ai appelée, c'est bien le fils. Ce monsieur m'explique que son papa a toujours eu une importance, bien qu'il soit parti quand il avait 4 ans, donc il avait un souvenir très fugace de son existence. La seule chose dont il se souvenait, c'est que son papa lui jouait de la guitare le soir quand il se couchait. Et il n'arrivait pas à mettre un visage sur son papa. C'est ce moment du coucher où il avait le droit à un petit morceau que lui jouait son papa. Et puis son papa a rencontré une autre femme, il est parti. Bien que son papa ait été absent, il a été très présent dans sa vie. Et un jour, il a dit à sa maman, « Je vais rechercher mon père. » Parce que c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie, je ne le connais pas, c'est un besoin. Sa maman lui a dit à ce moment-là, je ne te l'ai jamais dit, mais ton papa est décédé. 25 années après, je l'appelle pour lui dire que son père vient de décéder. Chose terrible, il découvre que son père habitait dans une maison, donc il passait tous les ans, au moins 4 fois par an devant la maison. Et là, c'est une découverte pour lui qui est un bouleversement. Il veut tout savoir sur son papa, donc forcément, moi je vais un peu enquêter, je vais lui raconter, et je l'ai accompagné dans la maison à l'occasion de l'inventaire que l'on a fait dans la succession. Et c'était bouleversant, parce qu'il a vu pour la première fois le visage de son papa sur une photo. Quand vous allez faire une révélation de ce type, ça vaut tout l'argent du monde. Ça vaut tout l'argent du monde, ouais. Et vous vous sentez important, parce que vous allez contribuer aux fondations de la vie d'une personne. C'est quoi la réaction en général des gens quand vous venez, parce que du coup, quand vous retrouvez l'héritier, vous allez parfois sonner chez lui directement ou des choses comme ça? On fait toujours une prise de contact. Donc on va téléphoner de façon à prévenir, parce que parfois c'est un peu violent. Notamment, je vous parlais des histoires de famille, quand vous allez annoncer à quelqu'un qu'il a des demi-frères et sœurs qu'il ne connaît pas. C'est pas très rare. Et ça arrive souvent dans nos métiers, parce qu'on est souvent sollicité pour les dossiers difficiles, dans lesquels il y a des histoires de vie qui sont plus complexes. Alors ça peut être papa qui avait une double vie, ou qui a eu une vie avant qu'il a complètement fermée. Je pense à un dossier que j'ai en ce moment. On a découvert qu'une femme qui est décédée a eu 6 enfants qu'elle a abandonnés avant de se remarier.
qu'il a fallu que j'annonce à ces 4 filles qu'elle a eu du second mariage, donc elle a eu 10 enfants en tout, il a fallu que j'annonce cette histoire. Imaginez le choc. En plus, les filles que j'ai rencontrées étaient convaincues qu'elles allaient hériter de l'oncle d'Amérique. Donc elles sont arrivées à mon bureau, un peu euphoriques. Elles se disaient, mais on hérite de qui? De quel cousin? Combien on va toucher? Et c'était une histoire qui était triste parce que j'ai dû leur annoncer que leur maman, avant de rencontrer leur papa, alors elle n'était pas mariée, elle avait 6 enfants qui étaient nés hors mariage, mais il y avait des violences dans son couple et à un moment elle a dû partir. En creusant un petit peu, j'ai vu que c'était une femme qui était battue. Le père s'est retrouvé tout seul après, il a laissé les enfants à l'assistance publique. Donc on peut découvrir comme ça qu'on a 6 frères et sœurs sans être... Ouais. C'est incroyable. Ça peut arriver. On ne sait jamais vraiment qui on a à la maison. Le mensonge, vous savez, il y a une chose qui est terrible dans notre métier, c'est que vous vous rendez compte que votre vie, vous la construisez sur des dogmes, c'est-à-dire des choses qu'on ne remet jamais en cause. Et ces dogmes, ce sont souvent ce que nous ont dit papa et maman. On ne remet jamais en doute, c'est quelque chose qui est acquis. Et quand on est enfant, ce que disent les parents, c'est paroles Exactement, d'évangile. et c'est des choses qui vous suivent dans la vie. Et puis un jour, il peut y avoir un généalogiste qui vient frapper à votre porte, et là, qui va vous dire que cette vérité qui était la vôtre, elle n'est pas bonne. Je vous parlais des révélations. Il y a quelque temps, j'ai une personne qui pensait qu'elle était fille unique, et je rêvais qu'elle avait 3 frères et sœurs. Et elle ne voulait plus d'héritage. Pourtant, je lui disais, vous avez le droit, enfin, c'était votre papa. Mais le fait que son père lui ait menti, qu'elle ait vécu toute sa vie, c'est-à-dire pendant 50 ans, à côté d'un papa qui lui avait caché quelque chose qui était pour elle essentiel, elle a fait un rejet de son père. Mais ça dégoûte, en fait, elle veut pas toucher cet argent. Okay. Ouais, c'est-à-dire qu'elle nous disait, moi, je suis pas légitime à hériter de quelqu'un qui m'a menti toute sa vie. Et puis après, il y a d'autres questions qui se posent. Par exemple, est-ce qu'il faut ou pas rencontrer ses demi-frères et sœurs? Ça, c'est quelque chose qui est récurrent comme question. Alors, les choix sont très personnels. Certains vont se dire, ouais, c'est important parce qu'on est de la même famille, et ça se finit parfois de façon très heureuse. Parce que j'ai des héritiers qui me disent, on s'est retrouvé une famille, on est tous heureux. Parfois, ils m'envoient une photo, ils sont en train de partager un barbecue, ça m'est déjà arrivé, en disant merci de nous avoir tous réunis. Et puis parfois, c'est beaucoup moins facile. J'ai vu un truc intéressant, c'est que apparemment, tu travailles pas le 1er avril. C'est vrai que les gens sont toujours un peu surpris quand on les interpelle pour une succession. Ils se disent, c'est pas vrai, c'est une escroquerie. Surtout en ce moment, il y en a pas mal d'escroqueries sur Internet. Donc, les gens pensent que, régulièrement, quand on les contacte, qu'on leur écrit, que c'est une blague, que c'est faux. Généralement, après une relance, les personnes que l'on a contactées vont voir leur notaire qui leur dit « Ah non, si on vous a contacté, c'est que c'est sérieux, c'est qu'il y a un héritage derrière, et c'est pas une farce. » T'as déjà eu des réactions un peu lunaires de personnes que tu contactes pour leur dire « Tiens, Alors, du coup, j'ai un héritage pour vous ». Finalement, la succession la plus lunaire, c'est les gens qui, alors qu'elles peuvent toucher un héritage qui va changer leur vie, parce que c'est un héritage conséquent, vont dire « Non, je renonce. Je renonce parce que je ne suis pas légitime à hériter d'une personne que je ne connaissais pas. » Et ça, c'est quelque chose qui est finalement assez courant. Un généalogiste, souvent, va intervenir dans des dossiers où les héritiers ne connaissent pas du tout le défunt. Oui. Ils n'ont jamais connu son nom ou son prénom. Est-ce que tu as un suivi après un peu des gens? Est-ce que tu sais un peu ce qu'ils deviennent après avoir touché cet héritage? C'est ça qui est sympathique aussi dans notre métier, c'est qu'on a des liens privilégiés avec certains héritiers. Alors pourquoi certains? Parce que quelque part, quelquefois dans des dossiers, on va s'attacher à des héritiers qui vont s'attacher aussi à nous, parce qu'on va leur faire une révélation ou on va leur apporter une nouvelle qui va changer leur vie. Je pense à une petite grand-mère que j'avais fait hériter il y a quelques années, et une dame qui avait été malheureuse toute sa vie, elle n'avait jamais eu d'argent, elle a eu des enfants et deux maris qui avaient été difficiles avec elle, et je lui ai apporté un héritage qui lui a permis de s'acheter une petite maison. Donc pour elle, c'était le summum du bonheur. Et elle m'a écrit plusieurs fois en me disant qu'il y avait des fleurs dans son jardin, me remerciant, en me disant que j'étais cette bonne fée qui s'était penchée sur son existence. Et à l'âge de 81 ans, cette femme s'est mariée, elle a retrouvé l'amour. Elle m'a mis un petit mot en disant que c'était aussi un peu grâce à moi que ce nouveau bonheur arrivait dans sa vie. Donc ça, c'est un lien que j'ai maintenu. Alors c'est un lien qui est discontinu, hein. C'est pas quelqu'un que j'ai côtoyé, que je vais appeler toutes les semaines. On a aussi des personnes dont on a des nouvelles. Alors, je pense à un dossier là tout de suite il y a eu la guerre en Ukraine. J'avais fait hériter, je suis allé en Ukraine, j'ai retrouvé une petite dame à qui c'était un coiffeur à la retraite qui était décédé en France. Ses parents étaient arrivés en France, c'était des gens qui étaient d'origine ukrainienne et qui étaient arrivés en France il y a 60 ans, 70 ans. Cette petite dame là qui a hérité d'un héritage qui était assez conséquent par rapport à son niveau de fortune là-bas, parce qu'elle vivait au fin fond de l'Ukraine, dans les campagnes. Au moment où il y a eu la guerre, sa petite fille m'a mis un mot que grâce à cet héritage, ils avaient pu repartir en Pologne. Donc ça, on se dit, on a joué
on a joué un rôle important finalement dans leur vie. Enfin, c'est quelque chose qu'on a apporté. Là, vous changez la vie des gens Ouais. à ce stade. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis parfois, on peut se dire que l'argent fait toujours le bonheur. C'est pas toujours le cas. J'ai remarqué qu'il y avait des dossiers où il pouvait y avoir un stress qui arrivait chez les gens parce qu'ils vont avoir un nouvel état de fortune, cette nouvel argent qui arrive et qu'ils ne soupçonnaient pas, ça va les angoisser. Ils vont nous appeler toutes les semaines en nous demandant quand est-ce qu'arrive le chèque, et puis on sent que c'est quelque chose qui les perturbe. Jusqu'à un autre dossier auquel je pense. Un jour, j'ai une personne que je croise 3 ou 4 ans après l'avoir fait hériter. Et ce monsieur m'a dit, vous vous souvenez de moi? On s'était rencontrés dans la succession de Madame Attel. J'ai dit, oui, je me souviens. Et il me dit, à l'époque, vous vous souvenez, j'étais commis charcutier. Je dis, oui, c'est vrai, oui. Il me dit, maintenant, c'est moi le patron. Alors, je lui dis, félicitations. Puis j'ai changé de femme, elle était plus de mon statut social. Alors je me suis dit, cette pauvre femme. Du coup, il y a certaines personnes qui touchent un héritage de nulle part, qui sont assez humbles, qui vont presque même refuser et tout. Mais est-ce que vous avez déjà dit, dans d'autres cas, lui, franchement, il méritait vraiment pas d'hériter de cette personne Alors, vous savez que ça, c'est quelque chose dans notre métier. On est un observatoire privilégié de la nature humaine. Oui, c'est vrai que vous On vous initiez on dans a toutes les l'intimité nuances, des gens. dans la palette des sensibilités de l'homme, on a tout. Alors qu'il y a des gens qu'on voit qui sont particulièrement bienveillants, des gens qui sont plus gentils que nature, il y a des gens qui sont normaux, et puis il y a des gens qui sont peu recommandables. Et je cite toujours cette anecdote, une personne qui était décédée, qui s'était fait enterrer sans pierre tombale, puisqu'à l'époque, il n'y avait personne pour signer le devis des pompes funèbres. Et comme c'est le cas dans ce type de dossier, on propose, il est proposé à l'héritier retrouvé de payer une pierre tombale. Il regarde la note, il dit « Non, ça va me coûter trop cher ». C'était quand même choquant parce que c'est une personne qui héritait d'une personne qu'elle ne connaissait pas, qui avait fait des économies toute sa vie. Eh ben, il avait préféré ne pas lui mettre de pierre tombale et d'avoir une succession un peu plus grosse. Ça fait partie des gens dont on est forcément un peu déçu, que ce soit eux qui aient été choisis, enfin, qui se retrouvent dans la famille pour hériter. Il ne veut même pas payer les obsèques, c'est incroyable. Et tu te rappelles de combien il héritait? C'était pas un gros dossier, je crois qu'il y avait 53 000 euros. Ouais, mais voilà, il y avait une pierre tombale qui devait avoir 3 000 euros. Ouais. Et il c'est n'avait pas accepté le devis. Non, c'était pas très sympa. Écoutez, on va rentrer un petit peu plus en détail sur toutes les anecdotes les plus dingues que tu as pu vivre, notamment les fois où tu as pu partir à l'aventure, en voyage, les fois où tu as vraiment bouleversé la vie des gens. Et pour ça, on va passer au plat. Nuggets. C'est super bien. Alors, on est sur un steak sauce au poivre avec des petites pommes de terre. Et la particularité, c'est que du coup, on l'a enveloppé de feuilles d'or. Alors, Damien, du coup, autour de ce plat, à l'effigie de ton métier, je voudrais qu'on revienne un peu sur les anecdotes les plus folles, les cas les plus extraordinaires que tu as pu vivre. Et déjà, moi, j'ai une première question. Est-ce que ça t'est arrivé de rendre quelqu'un de très pauvre très riche? Il faut savoir qu'un généalogiste souvent intervient sur des dossiers qui sont relativement modestes financièrement. On ne va pas à chaque fois apporter le gros lot du loto chez un héritier. Il y a beaucoup de dossiers où il y a quelques dizaines de milliers d'euros à se partager entre plusieurs héritiers. Donc on va contribuer à un petit bonheur, financer un voyage, la véranda, le camping-car dont on rêvait depuis toujours, donc c'est déjà du bonheur. Et très ponctuellement, ça peut nous arriver d'arriver chez un héritier avec un gros héritage. Alors moi, il y a un dossier qui m'a marqué, c'est la succession de Nelly Kaplan. Nelly Kaplan, c'était une réalisatrice de cinéma qui était très connue dans les années 70 parce qu'elle avait eu un film qui avait été distingué par le premier prix de la Mostra de Venise. Et cette femme avait beaucoup d'argent, parce que c'était une succession à 8 chiffres. Et c'est la plus grosse succession que tu as eue? Oui. Donc 8 chiffres, ça fait... c'est plus de 10 millions d'euros. J'essaie de compter parce que je ne sais même pas ce que ça fait 8 chiffres. C'est plus de 10 millions d'euros. Ah ouais. Et j'ai identifié 2 héritières outre-Atlantique, puisque c'était une véritable enquête qui passait d'abord par l'Argentine, la Bolivie, le Mexique, les États-Unis. Donc 2 héritières d'identifier. Et avec une particularité, c'est que cette femme n'avait pas fait de testament. Elle était très fantasque. Elle avait fait un jeu de piste. Comment trouver ma lingotière? Après cette chasse au trésor, cette véritable chasse au trésor, on a découvert 5 coffres donc, qui étaient cachés, avec des clés qui étaient cachées ou des codes qui correspondaient à un jeu qu'il avait fallu résoudre avant, une énigme. Et au final, il y avait 80 lingots d'or. Ça fait combien en euros un lingot d'or Alors à l'époque, ça valait 40 000 euros, un peu moins de 50 000, et aujourd'hui, ça vaut 100 000 euros, un petit peu moins. Donc c'est quand même... c'est exceptionnel. Elle avait fait des énigmes, du coup? Comment ça se passait? Elle avait fait des énigmes. Ça m'est arrivé, à l'étranger, d'aller changer des vies aussi, parce que les patrimoines sont souvent plus modestes dans certains pays. Je pense à un dossier où je suis allé au Vietnam. J'étais au milieu des rizières, à 80 km de Hue. Hue, c'est une ville qui est au centre du Vietnam.
Et j'avais retrouvé les neveux et nièces d'une personne qui était partie en France en 1954, juste après Dien Bien Phu. C'était la dame qui servait au réfectoire, les militaires. Et puis il y avait Jean qui tous les jours passait au réfectoire et puis c'est un petit clin d'œil, il avait un petit peu plus dans son assiette. Et quand les Français sont partis de l'Indochine à l'époque, il est parti avec elle, ils se sont mariés. Donc ils ont une vie heureuse, ils n'ont pas eu d'enfants. Et j'ai retrouvé les neveux et nièces avec qui elle n'avait plus du tout de lien depuis plus de 60 ans. Et je leur ai apporté, je crois, chacun 80 000 euros. Bon, c'est une grosse somme en France, et ça ne fait pas non plus une fortune. Là-bas, c'est une fortune. Parce que vous arrivez dans un monde où les repères ne sont pas du tout les mêmes. Là, c'est des gens qui vivent autour de 3 récoltes de riz, et ils vivent à peu près avec 70 euros par mois, je crois. Donc c'est très, 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 très modeste. C'est des gens qui n'étaient jamais allés à la ville, qui est à 80 km, des gens qui n'avaient jamais eu de compte bancaire. Donc il a fallu leur ouvrir un compte bancaire. Ils voulaient que je donne tout au prêtre local. Oh non, mais c'est un... Alors, d'un point de vue de la sécurité juridique, il était peut-être très honnête, mais nous, on ne fait pas ce genre de choses. Donc, il a fallu leur ouvrir un compte bancaire pour qu'ils puissent toucher leur héritage. Et ils m'ont invité chez eux. C'était des personnes qui étaient assez âgées et qui parlaient français. Et alors, je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous allez faire avec cette nouvelle fortune ? Ils m'ont tous répondu la même chose. On va acheter une vache. Parce que le symbole ultime de la richesse pour eux, c'était d'acheter un bovin. Ah bah eux, c'est vrai que Une comme tu dis, s'ils vivent avec 70 euros par mois, là, ils ont 100 ans de vie quasiment. Oui, c'est ça. C'est exceptionnel. J'évoquais tout à l'heure le dossier en Ukraine, la somme que j'avais apportée, ça faisait de mon héritière la femme la plus riche de son village. Donc on n'imagine pas, avec des sommes qui pour nous sont pas si énormes que ça, mais tout est relatif. Et le niveau de fortune en France n'est pas forcément le niveau de vie qu'on peut avoir dans certains pays étrangers. J'ai des dossiers qui ont été très émouvants. Un des premiers dossiers sur lesquels je suis parti à l'étranger, c'est la Madagascar. Ça commençait assez étonnamment, une dame qui décède, qui était enseignante quand elle était en activité, elle était retraitée. Et tous les jours, cette dame allait au restaurant à côté de chez elle en disant qu'elle n'avait pas de quoi se payer à manger. Et le restaurateur était quelqu'un de très gentil et chaque jour, après le service, il lui réservait une assiette. Elle décède. On va faire un inventaire. Alors, c'est une femme qui était frappée par le syndrome de Diogène. C'est des gens qui accumulent toute leur vie, ils se disent « Oh, tiens, un bouchon, ça pourra me servir un jour. Tiens, un bout de ficelle, ça me servira à attacher. » Puis, à force d'accumuler, ça devient impraticable chez eux. Donc, on rentre dans cette maison, c'est un capharnaüm. Et le commissaire-priseur, donc la personne qui vient faire l'estimation des meubles, à un moment, trouve un sac plastique dans la maison. Il y avait 150 000 euros en liquide. Cette femme avait quasiment 2 millions d'euros. Cette femme n'avait pas eu d'enfant. Et j'ai retrouvé le fils adoptif d'une de ses sœurs. C'était 3 sœurs, et lui avait disparu. Lui avait une vie en France, et ses enfants ne savaient pas où il était. Et j'ai réussi à avoir un numéro de téléphone, je lui ai laissé un numéro de téléphone, ça n'a rien donné. 2 mois après, on m'appelle, c'était ce monsieur. Ce monsieur était à Madagascar, il ne captait pas, sur le téléphone qu'il avait, son abonnement. Par contre, il était allé à La Réunion, et là, il avait eu mon message, et il m'avait rappelé. Donc, je me suis déplacé à Madagascar, et c'est un monsieur qui était issu de l'assistance publique, qui avait été adopté tardivement, à l'âge de 25 ans. Ce monsieur, quand je lui ai annoncé le montant, les larmes qui sont venues sur son visage, parce qu'il me disait, moi, la vie ne m'a jamais rien offert, je viens de l'assistance publique. Abandonné, ouais. C'est ça. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que, parce que je suis resté en lien avec ce monsieur un certain temps, c'est que cet argent lui a servi aussi à rassembler ses enfants, à revoir ses enfants, parce que sa vie avait été compliquée et sa famille était éclatée. Et il s'est dit, avec cet argent, c'est un cadeau du ciel et je vais essayer de corriger certaines choses qui ont été moins bien dans ma vie. Et notamment, il a revu ses 3 enfants. Donc, on intervient, c'est une belle histoire. Et j'y pense, mais du coup, cette dame-là qui se présentait comme très pauvre, en fait, avait un patrimoine de dingue. Est-ce que ça arrive souvent comme ça, des personnes âgées, j'ai l'impression, qui ont connu un peu la guerre Alors c'est ça, c'est qu'on est encore sur une génération où on découvre 2 choses. La première, c'est des gens qui ont économisé, qui ont thésaurisé, qui ont amassé, parce qu'ils ont connu des moments difficiles. Et ça m'arrive encore d'avoir peut-être plus dans des régions rurales où on a un sens de l'économie qui est peut-être plus fort, d'avoir des successions où les gens vivent dans des maisons qui inspirent, enfin, c'est la misère, hein. Pratiquement, parfois avec de la terre battue au sol, et qui vont avoir des comptes extrêmement garnis. Tu m'avais parlé au téléphone d'un voyage un peu incongru que tu as dû faire au Costa Rica. Alors ça fait partie de mes souvenirs de recherche insolite. Ce dossier commence comment ? Un notaire qui a une étude à côté de la Flèche, à Mézrac, qui reçoit un acte de décès du consulat de France au Costa Rica. Une personne est décédée à San José, capitale du Costa Rica, un Français.
qui ne laisse pas de testament et dont la famille n'est pas connue. Le consul de France se dit je vais renvoyer le dossier chez le notaire du lieu où il est né. Lui, il saura, forcément, il y a peut-être de la famille sur place et le notaire a peut-être les éléments pour retrouver la famille. Le notaire m'appelle, il ne connaît personne. Il me dit Damien, tu vas retrouver les héritiers de ce monsieur qui est décédé au Costa Rica. Alors, il faut savoir que c'est un ancien légionnaire qui était parti à 18 ans de chez lui et qui n'avait jamais eu de lien avec sa famille, enfin qui était parti d'une façon définitive, et qui, après avoir baroudé dans le monde entier, avait posé ses valises au Costa Rica. Je retrouve un neveu et une nièce qui venaient par représentation d'un frère prédécédé, d'un plus jeune frère que mon défunt. Donc neveu et nièce qui n'avaient jamais rencontré leur oncle. Ce neveu et cette nièce me demandent d'aller régler la succession au Costa Rica. Donc c'est un service que, accessoirement, les généalogistes proposent de représenter les héritiers dans la liquidation de la succession. Alors eux étaient un peu âgés, et puis le Costa Rica, ça leur faisait un peu peur, ils n'avaient jamais voyagé. Et arrivé sur place, alors je savais qu'il y avait un hôtel. On me l'avait dit qu'il y avait un petit hôtel qui s'appelait El Frances, l'hôtel. Qu'est-ce que je découvre ? C'était un hôtel de passe. Donc, dans mes fonctions, j'ai dû organiser la vente d'un hôtel de passe, qui était un peu compliqué parce que sur place, il y a un ami du défunt qui, voyant qu'il n'y avait personne, s'était approprié l'hôtel et qui le gérait et récoltait tous les revenus. Donc, quand moi je me suis manifesté, le monsieur n'était pas content. Et puis ça fait quand même une belle histoire, l'hôtel de passe au Costa Rica. C'est insolite. Ça fait quoi la semaine dernière ? Oh, t'inquiète. J'ai vendu un bordel. C'est un peu ça. L'énigme la plus dingue, est-ce que c'était celle de la réalisatrice ou est-ce que tu as eu d'autres énigmes comme ça, chasse au trésor Il y a quelques semaines, là, on a eu une succession. Le défunt, qui habitait dans un appartement en Normandie, un appartement assez modeste, en location, avait 1000 Barbies dans son appartement. Alors quand vous rentrez dans un appartement où il y a autant de Barbies, forcément... Des poupées Barbie. Des poupées Barbie. Alors on peut se dire, ça vaut rien de Barbie, sauf qu'il a des Barbies de collection qui vont bientôt faire l'objet d'une vente. C'est un commissaire-priseur qui va s'en charger. Ça vaut un peu d'argent, notamment quand vous avez des Barbie, Chanel, Yves Saint Laurent ou Dior. Ah oui, donc des Barbie de collection. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vous surprendre. Et puis, j'ai eu des découvertes incroyables. Un jour, j'ai un petit tableau dans une succession, estimé 80 €, une peinture sur cuivre. C'est vrai qu'elle est toute petite, c'est la tête d'une carte postale. Les héritiers sont là, ils ne regardent même pas le tableau, c'est le commissaire-priseur qui note la valeur. Les héritiers se concentrent sur une collection de chouettes. Ils se partageaient sur le lit en disant non, moi je prends celle-ci, chacun choisissait sa chouette. Donc nous, avec le commissaire-priseur, on continue l'estimation du mobilier. Et quand le tableau arrive, alors ils ne veulent pas du mobilier, et notamment du tableau, qui part en salle des ventes pour une vente aux enchères. Quand le commissaire-priseur voit le tableau arriver, il voit le dos du tableau, c'est marqué Artemisia. Artemisia Gentileschi, c'est un tableau qui venait de cette peintre, qui était sans doute la première femme peintre connue. Et ce tableau qui avait été estimé 80 €, a été vendu finalement, je crois, 240 ou 250 000 €. Et puis c'est un morceau d'histoire. Tout à l'heure, tu parlais des Barbies, tu parlais d'un tableau aussi. Et c'est quoi les objets les plus insolites que tu as retrouvés en héritage ? J'ai eu la chance d'avoir un tableau de Gustave Moreau, une fois, qui est un peintre qui vaut beaucoup d'argent, qui s'était vendu plus de 600 000 €, je crois. Je me souviens d'un petit monsieur qui vivait dans vraiment une toute petite maison, salle de vie, un petit escalier dans cette salle de vie, 2 pièces à l'étage, une pièce qu'il fallait traverser pour accéder à sa chambre. Et cette pièce qu'il fallait traverser, il avait une accumulation d'objets érotiques. Toute sa vie, dès qu'il y avait un objet érotique, alors c'était d'une autre époque, c'était la poupée en porcelaine qui était dénudée, c'est une serviette de bain avec une femme qui était demi-nue. Il y avait, je me souviens, des petites photos là où c'était les majorettes des PTT qui se dénudaient au fur et à mesure où on dépliait les photos. Et on arrivait dans la chambre, et là, changement de décor. Sur tous les murs de la chambre, il y avait des photos de tous les papes successifs. Et derrière ce lit avec l'édredon, il y avait un interrupteur en porcelaine. Et il y avait un petit écriteau qui était accroché à l'interrupteur. Donc j'imaginais mon défunt le soir se coucher dans son lit, à l'éteindre la lumière. Et là, il tapait sur l'écriteau. Et sur l'écriteau, c'était indiqué « As-tu pensé à faire ta prière ce soir ?» Donc c'est quand même des détails. Incroyable. Mais ça fait partie des moments privilégiés pour un généalogiste successoral de rentrer dans la maison du défunt. Parce qu'il faut comprendre que pendant des semaines, des mois, vous allez travailler sur une personne et vous ne la connaissez qu'au travers de ses actes, ses éléments d'état civil. Son acte de naissance, là où il s'est marié, quand il est décédé, mais vous ne savez pas qui c'est. Pour connaître une personne, il n'y a rien de mieux qu'une maison. Et personne ne va décéder en se disant « il faut que je range ma maison, tous les objets ou toutes les lettres que j'ai pu écrire, il faut que je les enlève, parce qu'à 17h, je vais décéder. » Non, les gens décèdent avec
toute une vie qui est résumée dans cette maison. Alors c'est très intrusif parce que c'est un passage obligé du règlement de la succession. Les héritiers qu'on a découverts souvent sont là et sont contents de découvrir de qui ils vont hériter. Mais quand vous poussez cette porte, c'est l'univers du défunt qui s'ouvre à vous. Et pour nous, c'est un moment qui est privilégié parce que vous allez connaître un petit peu mieux cette personne. Mais vous plongez vraiment dans la tête de la personne. C'est dans l'intimité, ouais. Les dossiers qui n'aboutissent pas aussi. Ouais. Alors, il y a un sujet que je peux aborder, c'est les dossiers dans lesquels on va chercher des choses qui n'existent pas. Donc, parfois, les notaires nous missionnent en disant on m'a dit telle chose sur cette personne, elle aurait 2 enfants, elle aurait vécu à tel endroit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, certains sont mythos. Il y a des gens qui se sont inventés une histoire, mais nous, ça, on ne peut pas le savoir. Alors, ça me fait penser à un dossier que j'ai eu, qui nous avait demandé beaucoup de difficultés et nous a fait dépenser beaucoup d'argent pour rien, au final. C'est un monsieur qui était décédé à la maison de retraite. Et il aimait raconter à son entourage que c'était un ancien agent secret qui opérait en étant sous la couverture d'être un employé d'une multinationale dans le pétrole. Et donc, il faisait partie de la CIA. Donc, quand le directeur de la maison de retraite avait remis le dossier au notaire, on lui disait « mais c'est un ancien de la CIA ». Et chose étonnante, c'est que le testament qu'il avait rédigé était écrit sur un papier, un véritable papier en tête de la CIA, où il expliquait qu'il léguait tout à 2 enfants qu'il avait eus avec une avocate américaine. Le notaire ne connaissait pas cette femme, il n'y avait pas de coordonnées sur le testament, il nous demande de rechercher les 2 enfants américains et cette épouse, si elle est encore en vie, aux États-Unis. Oui, c'est crédible jusque-là. Le papier, le truc. Alors, c'est vrai que c'est un peu exceptionnel, parce que c'était un James Bond à l'américaine, il n'était pas anglais. On allait se pencher sur une existence qui avait été quand même un peu étonnante, avec ce stress pour le généalogiste de se dire, s'il a fait comme James Bond, il s'est promené partout. Je ne sais pas s'il a eu autant de conquêtes que James Bond, mais pour nous, ça veut dire quelque chose. Les recherches peuvent être compliquées. Bon, en tout cas, on va rechercher cette personne et on ne trouve rien. Et il y a 2 voyages qui sont organisés, et rien. Il n'y a pas de trace de cette personne, on ne trouve pas le nom, le prénom de cette avocate, pas de trace des enfants. Et puis on commence à gratter un peu son existence, et on retrouve dans nos recherches son parcours de vie professionnelle. Et on se rend compte qu'il était attaché à l'ambassade américaine, et c'était un peu l'homme à tout faire là-bas. C'est ce qu'on découvre tardivement, en retrouvant un de ses collègues, qui nous raconte que justement c'est un mytho et il s'imaginait une grande vie et il faisait valoir à l'extérieur parce qu'il travaillait à l'ambassade américaine, mais il n'avait jamais eu cette vie d'agent secret et il ne s'était jamais marié avec une américaine. Donc pendant 2 ans, inventé un truc. Exactement, mais nous pendant 2 ans, on cherchait quelque chose qui n'existait pas. Et ça m'est arrivé récemment dans un dossier, un monsieur qui avait hérité de plusieurs millions d'euros au loto. Il décède, il a laissé un enfant. Il a laissé un testament, mais des proches nous disent qu'il a eu un enfant. C'est ce que le notaire a entendu. Donc un enfant, il faut savoir qu'en France, il a une quote-part du patrimoine qui lui est réservée, ce qu'on appelle la réserve héréditaire. S'il n'y a qu'un enfant, c'est la moitié du patrimoine qui doit lui revenir. Donc il faut retrouver cet enfant. On cherche, on ne trouve rien. Et la réalité, c'est que ce monsieur n'a jamais eu d'enfant. Sa sœur a eu un enfant, elle, et comme il avait un amour filial vis-à-vis de cet enfant, il disait que c'était son fils. Et cette personne était décédée, mais elle n'avait pas de vocation. Donc pareil, on était persuadé que c'était son fils, en fait pas du tout. Pas du tout. En tout cas, c'est des amis, parce qu'il parlait souvent de son fils, mais en réalité, c'était le fils de sa sœur, qu'il aimait énormément, et malheureusement, cet enfant était décédé dans un accident de voiture avec sa sœur. Les gros secrets de famille que tu découvres comme ça, il y en a un qui t'a marqué, est-ce que c'est souvent... Alors, des décès ou des le gros cachés, secret de famille, pour moi, c'est le secret qui va m'amener dans l'histoire, où émotionnellement, je suis impacté. Parce que on peut se dire, on a une carapace en tant que professionnel, comme un médecin qui va soigner des gens malades, forcément, il y a une distance. C'est le cas, de temps en temps, même souvent. Et puis, parfois, il y a des gens, vous ne savez pas pourquoi, dans leur caractère, le contact que vous avez, qui va vous emmener dans son histoire. Et d'avoir bouleversé certaines personnes par des révélations, des amener à découvrir des demi-frères et sœurs, à parents qui ne connaissaient pas. Forcément, il y a une émotion. Ça m'est arrivé d'avoir les yeux embués dans des rendez-vous parce que j'étais gagné par l'émotion qu'il y avait dans l'échange que je pouvais avoir avec l'héritier. Il y a des gens qui vous parlent avec tout leur cœur et vous vous rendez compte que c'est tellement important pour eux que c'est une histoire triste parfois et vous êtes emmené dans l'émotion. Nuggets.
Alors, on a le dessert, c'est une aumônière de crêpes au brownie, à la fraise et à la chantilly. On a commencé à parler un peu tout à l'heure des choses que tu cherches et qui n'existent pas. Et moi, j'avais une petite question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur des faux héritiers? Des gens qui se présentent pour toucher l'héritage et qui, en fait... Alors, plus que de faux héritiers, c'est des faux testaments. Parfois, une personne décède, elle n'a pas de famille dans son entourage. Et il peut y avoir une âme mal intentionnée qui va faire un faux testament. Ce fameux testament holographe, on imite l'écriture du défunt, on le date, on le signe, on va chez le notaire en disant « ben voilà, j'avais un testament qui m'avait été remis, c'est moi l'héritier ». Les notaires ne sont pas dupes, parfois ils sentent les choses et ils me demandent de rechercher la famille par le sang. Et puis là, on va regarder de près le testament. Et parfois, quand c'est justifié, on va faire une procédure. Alors il y a des experts en graphologie qui travaillent aujourd'hui avec des moyens scientifiques qui sont assez aboutis et qui vont pouvoir déceler si effectivement c'était un vrai testament, puisqu'on va récupérer notamment la vraie écriture du défunt, on va comparer, parfois il y a des gens qui ont été démasqués, ça m'est déjà arrivé de mettre à mal des personnes qui s'étaient inventées la qualité d'héritier. Il y a des gens, malheureusement, on le voit, c'est que la vieillesse, en juillet, amène des personnes dans une grande solitude, des gens qui sont très isolés et qui peuvent être identifiés comme une source de revenus quand ils décéderont, importante. Et il y a des gens qui vont capter un petit peu ces personnes âgées, plus fragiles, pour essayer de détourner l'héritage. Parce que qui sont les gens, du coup, qui essaient de se faire passer pour des héritiers Ça peut être n'importe qui. Ça peut être la femme de ménage, ça peut être une voisine indélicate, ça peut être des amis qui ne sont pas héritiers, mais des relations qui vont se prétendre héritiers avec un faux testament. Alors, ce qui peut arriver aussi de temps en temps, alors là, c'est pas forcément de la faute des héritiers, c'est qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils sont les héritiers légitimes dans la famille. Sur le tableau généalogique, ce sont des cousins au 5e degré, par exemple. Et tu arrives chez le notaire en disant, c'est notre oncle, notre cousin qui est décédé, la maison, les comptes bancaires, c'est pour nous, puisqu'on est la seule famille. Le notaire demande à vérifier parce qu'il connaît pas la famille. Et là, malheureusement, on va trouver un héritier au 4e degré. 4e degré, c'est avant 5e degré. Donc, on va dire aux cousins au 5e degré, désolé, il y a un héritier de rang préférable. Du coup, ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés parce que ça fait des années qu'ils se disent qu'ils vont hériter. Parfois, c'est un peu triste parce que j'ai un métier on n'est pas toujours dans le juste. Quand vous avez des personnes dans l'environnement du défunt qui se sont toujours occupés de lui, qui étaient là tous les jours, régulièrement pour lui rendre visite et qui l'ont fait de bon cœur, et le défunt pensait que c'était ses héritiers, par exemple, c'est les neveux et nièces par alliance. Donc, du côté de la femme, juridiquement, ce ne sont pas des parents, ce sont des alliés, donc ils n'ont pas de vocation héréditaire. Et ce qui est parfois un peu triste aussi, c'est qu'il y a des gens qui connaissaient très bien le défunt, qui ne sont jamais allés voir le défunt parce que le dimanche, on a autre chose à faire. Ouais. Par contre, ensuite s'ouvre la succession, qui ont un intérêt pour ce qui va leur revenir, qui est assez aigu et qui n'hésitent pas à nous appeler toutes les semaines en demandant si le dossier est avancé et qu'ils vont bientôt toucher leur chèque. Et tout de suite, ils sont beaucoup moins occupés. Ça peut arriver. J'avais du boulot. C'est ce que je disais, on a toutes les sensibilités de la nature humaine. Il y a des gens qui sont plus intéressés, d'autres moins, des gens gentils, d'autres... Mais c'est vrai que psychologiquement, c'est fort, quoi. Et quel message tu aimerais faire passer aux gens qui... Alors moi, il y a un message que j'aimerais faire passer parce qu'il y a une chose, au gré de tous les dossiers que j'ai pu régler, c'est que parfois on va s'éloigner de sa famille pour des mini-contrariétés qui ne justifient pas qu'il y ait un éclatement familial. Et puis on a tous un ego un peu fort, on va pas être la personne qui va faire le premier pas. Non, c'est un peu de sa faute, moi c'est pas à moi. Mais avec toujours cet espoir chez l'un ou chez l'autre de se dire un jour on va se retrouver parce qu'on s'est quand même aimé, on a passé beaucoup de bons moments ensemble. Moi le message que j'aimerais faire passer c'est de dire quand vous êtes dans une situation comme ça, n'hésitez pas à faire le premier pas parce que moi ce que je vois c'est que quand je vais sonner à une porte et leur dire que leur proche est décédé, c'est souvent une tragédie parce que c'est un point de non-retour qui est acté, c'est trop tard pour se réconcilier. Et ça plonge des personnes dans un grand malheur. Alors que souvent la réconciliation, ça rend les gens heureux. C'est difficile, c'est un premier pas à faire, ça demande des efforts, mais c'est récompensé. Tu dirais que dans toutes les familles, il y a des disputes ? Est-ce que ça existe ? Ça fait partie de toutes les familles, mais c'est aussi ce qui fait le charme. Si c'était linéaire, ce serait moins amusant. On va faire une petite rétrospective un peu de tes plus belles enquêtes. C'est quoi ton enquête la plus impossible que t'aies faite ? Celle où t'as mis le plus de temps C'est ma recherche à Madagascar. Ça t'a pris combien de temps, de bout en bout ? Ouais, ça a pris 1 an. Ouais. 1 an, mais c'est un dossier où j'ai trébuché. Je pensais que je n'aboutirais pas. Et quand, 1 ou 2 mois après avoir passé ce coup de téléphone
On me rappelle en disant « je viens d'avoir votre message », parce que la personne a changé de région et se mettait à nouveau à capter. C'était inattendu. Donc c'est une belle surprise. Et celle dont tu es le plus fier? La succession de Nelly Kaplan. C'était une femme qui a une vie extrêmement intense, extrêmement fournie. Et c'est une personne qui écrivait tout. D'aller à son domicile, de découvrir tous les petits mots qu'elle écrivait dans ses carnets, sur son bureau, il y a plein de papiers. Je suis rentré dans son intimité, dans sa tête. J'ai vraiment eu l'impression de rentrer dans sa vie. C'est quoi l'enquête qui t'a le plus ému? Une révélation à une dame de l'identité de sa maman, qu'elle connaissait, qu'elle avait sur son acte de naissance, mais elle ne savait pas qui c'était, puisque ça faisait partie, c'est une dame que je lui ai annoncé, un héritage, elle avait 70 ans. Sa maman l'avait eu quand elle avait 16 ans, elle avait été abandonnée. Par respect des conventions, cette personne n'avait jamais cherché à retrouver sa mère, ce qu'elle aurait pu faire. Quand vous allez annoncer une dame de 70 ans qui a toujours vécu avec cette quête de maman qui n'aboutit pas parce qu'elle ne peut pas se permettre, mais que vous lui révélez quelque chose comme d'aussi important, c'est très émouvant. Pour les jeunes qui nous regardent et qui aimeraient faire ce métier, c'est quoi les études que tu as pu faire Alors moi, j'ai un parcours de juriste. J'ai fait une formation de notaire. Et puis après, un jour, j'ai pris le chemin de traverse. J'ai jamais retrouvé le droit chemin, on peut dire les choses comme ça. Je suis rentré un peu dans ce métier par hasard, parce que je ne connaissais pas vraiment le métier quand je suis rentré dedans. C'était une opportunité, une rencontre qui m'a permis de rentrer dans ce métier. Et par contre, je suis resté par passion. Et ça, si je peux conseiller quelque chose à des jeunes, c'est choisissez un métier où vous êtes passionné, parce que le temps passe très vite et vous ne vous ennuyez jamais. Il y a une affaire que tu aurais aimé faire et que t'as pas pu, sur laquelle tu n'as pas travaillé? Une succession je sais pas, Johnny Hallyday, parfois on voit des trucs de stars. Hein. Oh, c'est une succession qui arrivera sans doute un jour. Mais... Après, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est pas forcément la succession de gens extraordinaires qui m'intéresse. Moi, ce sont les gens qui sont ordinaires, mais qui ont une vie extraordinaire. Et ça, vous en avez. Il y a des gens que vous croisez dans la rue, c'est monsieur, madame, tout le monde. Quand vous creusez un petit peu, quand vous découvrez leur parcours de vie, leur existence, vous dites « waouh ». Et ça, c'est chouette parce que c'est des gens qui vous apportent beaucoup. On va passer à un petit jeu qu'on t'a préparé. En fait, Damien va vraiment nous faire une enquête en direct. Il va pouvoir nous expliquer un petit peu du coup comment ça se passe. Vous aussi, vous allez pouvoir comprendre un peu les étapes importantes. Alors, Damien, une personne est décédée et on m'a chargé de te remettre ces documents. Donc là, tu as la lettre du notaire qui te mandate. Je dis si on fait bien. Alors ça, c'est le premier document le plus important. Il faut savoir qu'un généalogiste ne peut pas intervenir aujourd'hui sans une lettre de mission. C'est la loi qui le prévoit. Si je n'ai pas ce document, je ne peux pas travailler. Alors voilà, c'est un dossier classique qui m'annonce qu'une personne, un de ses clients, est décédé le 4 avril 2025 à Marseille, sans héritier connu à ce jour. Alors moi, la première chose que je vais demander comme notaire, c'est est-ce qu'il a bien interrogé le fichier des testaments? Alors là, de ce que je vois, on n'a pas de testament. Mais par contre, on a déjà son acte de décès, avec sa date de naissance. Et surtout, je crois qu'il était en maison de retraite et on t'a retrouvé ses effets personnels dans sa chambre. Donc on a deux petites choses. Alors ça, c'est bien fait ou pas? C'est très bien fait. On a une graphiste qui charbonne les jeux à chaque fois, je peux dire que... Dans une enquête d'un généalogiste, il y a un aspect, alors je vous ai parlé de l'état civil, mais il y a un autre aspect qui existe, c'est l'aspect enquête. Parce que parfois il y a des choses qui nous sont révélées qu'on ne va pas voir à l'état civil. Et notamment, si on peut avoir accès à une famille plus éloignée, ou à la famille de sa femme qui est prédécédée, ou à des voisins. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas des gens avec qui il était en contact de façon privilégiée? Ça peut nous ouvrir des pistes. Là, on m'apporte une photo d'un enfant. Moi, quand au domicile, je vois une photo d'enfant, déjà, ça m'interpelle. Je me dis, ou des photos d'enfants, s'il y en a un peu beaucoup, est-ce qu'il n'a pas eu un enfant caché? Je vois cette lettre de mission, le notaire m'explique qu'il n'a pas de famille connue, il n'a pas eu d'enfant, et il m'évoque un éventuel frère qui aurait disparu dans les années 60. Premier réflexe du généalogiste, on doute de ce qu'écrit le notaire. C'est pas parce que le notaire me dit qu'il n'y a pas d'enfant qu'il n'y a pas eu d'enfant. Donc ça, on va chercher. On va faire une battue d'état civil. Moi, je regarde là où a vécu le défunt, et c'est là où il a eu le plus de chances d'avoir des enfants. Il faut savoir qu'il y a un ordre des héritiers. Nous, on va avancer successivement. Première chose qu'on va regarder, c'est s'il a des enfants ou petits-enfants. C'est les premiers héritiers qui sont appelés à la succession. S'il n'y en a pas, c'est ce qu'on appelle les collatéraux privilégiés, frères et sœurs ou neveux et nièces, si le frère et sœur est prédécédé. Et s'il n'y a pas d'héritier dans cet ordre d'héritiers, on va aller chercher des cousins. Donc on va diviser en deux la succession, le côté paternel, le côté maternel. Chacun a vocation à recevoir la moitié de la succession. Et dans chaque ligne, paternelle et maternelle, ce seront les héritiers, les cousins les plus proches. Donc s'il y a des cousins germains, 4e degré,
ce sont eux qui hériteront. S'il n'y en a pas, c'est le 5e, 6e, et après, c'est l'État. Déjà, moi, je vois cette photo. C'est vrai qu'elle date... il était né, ce monsieur, en 1938. Bon, ça pourrait être une photo des années 50, d'un enfant... Enfin, quoique, ouais, des années 70, c'est possible. Donc, c'est un élément de sa vie familiale. Voilà, ça peut être 20 ans après, donc ça peut être un enfant, ou ça peut être un neveu ou une nièce. Et alors, cette carte postale... Qui accompagne la photo. Signée Lucien, depuis le Canada. Donc notre décédé, du coup, c'est Henri. Voilà. La carte de Lucien. Alors, Lucien nous apprend qu'il a rencontré Clara, que ça fait très longtemps qu'ils ne se sont pas donné de nouvelles. Ils ont une fille, Camille. Ding. La petite. Peut-être Camille. C'est envoyé en 70 que je disais, on a une couleur de photographie, c'est la bonne époque. Donc, ce serait Lucien, ça pourrait être son frère, et Camille, sa nièce. Donc, il faut savoir que, juridiquement, si le frère est en vie, c'est lui qui va hériter. S'il est prédécédé, ce sera la nièce qui viendra en représentation du frère prédécédé. Et comment on sait si c'est le frère? Faut avoir, c'est quoi, c'est les actes? Alors, moi, ce que je vais faire, je vais prendre l'acte de naissance. Voilà, Bon, j'ai l'acte de décès, donc là, on va m'expliquer que l'acte de décès d'Henri, Henri est décédé, donc ça, c'est vérifié. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état civil des parents. Donc, je vais aller récupérer leur date de mariage et je vais faire cette fameuse battue d'état civil. Alors, on ne tue personne, hein, je rassure, parce que je parle de battue d'état civil, c'est un jargon de généalogiste. Donc, moi, je vais aller voir où ont vécu les parents et je vais faire une battue d'état civil. Et là, je vais identifier les enfants qu'ils ont pu avoir. On a l'acte de décès de Lucien. L'acte de décès, voilà. Donc, et normalement... aussi un acte de mariage de Lucien. Ah, ben voilà. Donc, le monsieur qui a écrit la lettre est mort, sa femme aussi, et ils ont été mariés. Est-ce que tu trouves des choses dans l'acte de mariage? Alors Georges Le Marchand, c'est ce que je vérifie. Est-ce que Lucien a le frère? Ah bah tiens, on a aussi l'acte de naissance de Lucien. Donc je vais vérifier. Je vois que Georges est bien le frère d'Henri. La carte postale me donne un indice précieux. Et je vais aller de toute façon au Canada. Il peut avoir un ou plusieurs enfants. C'est pas parce que j'ai une Camille qui s'annonce comme fille de Lucien qu'il n'y en a pas d'autres. Je pars au Canada. Enfin, je vais m'intéresser donc à Lucien, son parcours de vie. Donc j'ai d'abord vérifié qu'Henri n'a pas eu d'enfant. Donc on arrive au niveau des frères et sœurs. Je vois qu'il a eu un frère qui est prédécédé. Je vais vérifier si ce frère a eu de la descendance. Et je me rends compte que Camille est en vie au Canada. Mais avant de faire mon tableau généalogique où je vais mettre Camille comme seule héritière, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas eu d'autres frères et sœurs de notre défunt. Et on se rend compte que Camille est seule et unique héritière et qu'elle a vocation à recevoir tout le patrimoine. Quand je dis tout, c'est sous une réserve, c'est que l'État est le principal héritier, puisqu'elle va payer 55% de droits, puisqu'elle vient de façon directe à la succession. Ah oui, c'est vrai que c'est une question, c'est aussi combien on paye sur un héritage? En droit de succession? Ouais. Alors, tout dépend du lien de parenté. Le plus élevé, c'est 5e et 6e degré, c'est 60% à l'État. Et des enfants, il y a des abattements. On a 100 000 € qui est transmis à chaque enfant en franchise d'impôt. Et puis après, il y a des droits qui sont progressifs. Plus il y a d'argent dans la succession et plus les héritiers payent. Et nous, on va se payer, parce que c'est une question aussi qui peut être posée. Le généalogiste ne se paye que s'il a trouvé des héritiers, que si les héritiers touchent effectivement un héritage. Et on prendra un pourcentage de l'héritage qui dépendra du lien de parenté. Plus c'est... Du coup, vous vous rémunérez sur le montant, exactement. En fait, et vous trouvez, c'est gagnant-gagnant. Ça veut dire qu'on ne trouve pas d'héritier, on ne touche rien. Ou si on trouve un héritier et que finalement, il n'y a rien dans la succession, on ne prend rien non plus. Pour clore cette enquête, du coup, on a pu comprendre, la seule héritière, c'est Camille. La petite Camille. On avait préparé un petit arbre généalogique avec un peu les photos. Alors, on va dire que notre défunt est là. Camille, elle est en bas. Son papa et sa maman. C'est les frères et la sœur. Alors, par contre, on va dire que les parents sont à peu près là. Donc, les parents descendent. Ils ont eu 2 enfants. Et il manque une photo, qui est la photo de notre défunt. Ah, mais il est là. Ah, bah oui, il est là. Voilà, donc ce sont les 2 frères qui sont issus du couple. Seul et unique enfant du couple. Le frère est prédécédé, donc c'est sa nièce, donc la nièce du défunt, qui vient par représentation là, de son papa qui est prédécédé. Okay. Donc c'est une succession qui est simple. Donc il faut se dire que quand on a du 5e ou du 6e degré, on a des tableaux qui peuvent faire plusieurs mètres de long. Quel est mon record en nombre d'héritiers? Bah oui. C'est 114 héritiers. 114 personnes. Et pour l'anecdote, la clerc de notaire à qui on a remis le dossier a démissionné de l'étude tellement elle était traumatisée à l'idée de régler ce dossier.
Donc, C'était quoi l'histoire? C'était un... C'est un terrain, c'était une petite maison qui était en bord de mer, en Normandie, qui avait été revendiquée par personne et qui voulait être achetée par le Conservatoire du littoral. Donc il a fallu retrouver la famille d'un défunt qui était décédé dans les années 60, 70, je sais plus. Et comme c'est sur les périodes anciennes, il y a beaucoup d'héritiers. Malheureusement, quand on commence à chercher, c'est-à-dire on a toujours un défunt unique, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Parfois, on peut tomber sur des successions très généreuses en héritiers. Le classique, c'est d'avoir une maison que l'on va vendre, et 3 jours avant, il y a un des 100 héritiers qui vient décéder. Et on ne peut pas vendre parce qu'il faut d'abord avoir retrouvé les héritiers de la personne qui vient de décéder. C'est quoi l'affaire la plus longue comme ça ça prend des années parfois, non? Ouais, parce qu'il y a des dossiers sur lesquels se greffe un contentieux. Moi, j'ai des dossiers qui durent plusieurs années. Parce que le temps que les juges, parfois il y a des procédures en appel, donc ça peut durer 10 ans, 15 ans. Pour clore l'émission, à chaque fois, on fait un petit fortune cookie. C'est-à-dire que dedans, on a mis des citations. Là, tu peux le casser, il y a un petit mot dedans. Attends, je crois qu'elle est à l'envers. Toute succession commence par un mystère. Est-ce que c'est vrai? Toute succession ouverte par un généalogiste a forcément un mystère, sinon elle ne serait pas chez le généalogiste. Voilà, c'est la condition préalable pour qu'un dossier de succession arrive chez un chasseur d'héritiers. Trop bien, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Damien, d'être venu aujourd'hui, c'était vraiment hyper intéressant. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres profils que vous aimeriez voir dans l'émission? On a une adresse email juste en bas, en description, si jamais vous voulez nous écrire. On est aussi dispo sur toutes les plateformes pour ceux qui veulent nous écouter plutôt que nous voir. Spotify, Apple, etc. Je ne vais pas toutes les citer. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'émission. Si vous avez des questions à poser à Damien sur son métier, on y répondra avec plaisir. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci Damien d'être venu, c'était super intéressant. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.